Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Un haut potentiel qui ne sait pas qu'il est un haut potentiel, c'est comme s'il avait une Ferrari dans le garage et qu'il l'utilise juste en passant la seconde pour aller acheter son pain 2 rues à côté. Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle rencontre et merci d'être avec nous aujourd'hui pour accueillir celle qui est installée sur les canapés avec un sujet qui concerne une personne sur 20 si vous regardez bien le petit visuel qu'on vient de mettre à l'antenne à l'instant et lorsqu'il s'agit de parler de ces 3 lettres, à chaque fois un H, HPI, HPE, les hauts potentiels intellectuels et autres. On va parler avec une coach en neurosciences appliquées et spécialisée justement sur ces hauts potentiels parce qu'elle l'est. Bah oui, par définition. Yolande Pagelot est avec nous. Bonjour Yolande. Bonjour Marc. Merci beaucoup. Tout est vrai dans ce que j'ai dit. Ah oui. Une personne sur 20 est concernée. En moyenne. En France. Voilà. Ça, c'est des statistiques... Oui, et c'est pas que en France, hein, c'est au monde entier. Hein. Ah oui, dans le monde entier. Ah oui, dans le monde entier. Ouais. Et ce qui veut dire qu'une personne sur 20, bah, en gros, soit vous l'êtes, ouais, soit vous avez dans votre entourage, ou familial, ou amical, ou professionnel, quelqu'un qui l'est. Sans savoir, parce que c'est totalement invisible, et en plus, c'est très très peu connu. Bon, et vous l'êtes? Oui. Parce que, alors, dans votre histoire, et on va le voir évidemment, la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes devenue la coach que vous êtes, c'est que vous tombez sur une vidéo. Oui. Et c'est la révélation à ce moment-là où vous vous dites, mais attendez, c'est moi ça, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon, j'ai eu une vie, on va dire, arrivée à 50, voilà, donc un demi-siècle passé. Et en fait, moi, j'ai toujours j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses. Bien souvent, une fois que j'en ai fait le tour, j'ai besoin de refaire le tour d'autres choses. Et là, par hasard, je me dis, tiens, j'ai souvent entendu parler de haut potentiel et de HPI, je vais aller voir ce que c'est. Je tombe sur une vidéo, 40 minutes, donc intellectuellement parlant. Sauf qu'en voyant ça, au fur et à mesure, je me disais, mais c'est moi. À la fin de la vidéo, je me dis, mais je corresponds à au moins 90% de tout ce qui a été dit. Ouais, vous cochez toutes les cases, quoi. Ouais. Donc là, franchement, la sidération. Ah oui. Vous vous souvenez des grandes lignes qui déterminent un haut potentiel? Quand vous dites chaque case, vous vous souvenez, grosso modo? Ah oui. Et d'ailleurs, c'est même pas des cases. C'est déjà, dans un premier temps, le côté neurosciences. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Parce que il y a une particularité au niveau du cerveau. Donc, côté neurosciences, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et après, comment on le vit et quel impact ça a sur notre vie. Et c'est des impacts que l'on n'imaginerait pas. Et quand je me suis aperçu de ça, c'était pas sur mon cerveau, mais sur l'impact. Tout ce qui était dit sur les impacts, et je me disais, mais c'est moi. Donc, mais ça veut dire que quand on fait le sondage, ce fameux sondage de une personne sur 20, ça veut pas dire que les autres ne le sont pas, ça veut dire qu'ils ne le savent sans doute pas. Exactement. Ou qu'ils ne sont pas détectés en tant qu'eux. Exactement. Et quand on parle de HPI ou HPE, je dirais que bien souvent le HPI est plus facilement détecté, je dirais même presque dès l'école, et c'est souvent là que ça se fait, soit primaire, soit collège, soit lycée. Par contre, HPE, on le verra, ça passe plus inaperçu, parce que cette dimension au potentiel, donc émotionnelle, ce sont des personnes qui ont une intelligence émotionnelle très forte, très élevée. Sauf que l'intelligence émotionnelle, ça n'est pas quelque chose qui est travaillé à l'école, qui est quantifié, pour lesquels il y avait des tests. Et si on revient un petit peu à l'historique, la notion de HPI a été vraiment établie dans les années 90-80. C'est assez récent. Hein. C'est récent pour HPI. Et puis, les neurosciences continuant à travailler et autres, la notion HPE
elle, n'a réellement été, entre guillemets, officialisée, même s'il n'y a pas un certificat officiel d'être HPE, mais HPE ne date que de 2010. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ben je suis peut-être HPI, je suis peut-être HPE. Et donc il y a une méconnaissance sur le sujet qui est inimaginable. Quand je me présente et que je dis je suis coach pour HPI ou HPE, ah oui, HPI, le feuilleton à la télé. Je dis, ouais, bon, ça c'est connu. Mais vous savez ce que c'est? Non, on ne sait pas. Mais vous avez dit HPE? C'est quoi HPE? Donc en fait, il y a une telle méconnaissance que je me suis dit, il faut vraiment en parler plus, parce que à chaque fois tout le monde a un intérêt, même pour les personnes qui ne le sont pas, puisqu'on est à 1 personne sur 20 et que vous en avez forcément dans votre entourage. Bah, vous avez peut-être, et très souvent on me dit, ah mais oui, maintenant que je sais ce que c'est, j'ai un cousin qui est comme ça. J'ai des amis qui sont comme ça. J'ai un collègue. Donc, ce sujet, en fait, intéresse tout le monde. Entre deux mondes. Entre cet espace que certains nomment l'invisible, les défunts, nos envolés, il est possible d'y recevoir des messages, des signes, des images et des visions. Entre deux mondes. Entre médiumnité et voyance, c'est ce voyage que nous vous proposons Lors d'une série de conférences exceptionnelles. Ce voyage unique entre deux mondes est à votre portée sur abctalk.fr pour réserver vos places. On a vraiment hâte de partager de si belles émotions ensemble. entre deux mondes. Si vous deviez donner 3 exemples d'HPI, 3 exemples d'HPE, j'allais dire... Personne connue? Non, dans les grands traits qui déterminent et qui justifient de dire à quelqu'un qu'il est HPI ou HPE. HPE, par exemple, on est quoi? Quels sont les comportements que l'on peut avoir quand on est HPE? Alors, pour ça, il faudrait que je vous fasse 5 minutes de ma démonstration pour expliquer justement comment on fonctionne déjà au niveau du cerveau. Parce que ça, c'est la base. Et après, on verra l'impact que ça a. Mon style, moi, c'est à la façon, le mode de Jamie, vous savez, l'émission C'est pas sorcier. Donc, j'explique les choses, je dis toujours, pour qu'un ado de 15 ans qui n'y connaît rien comprenne le système. Donc, au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? On simplifie, cerveau gauche, cerveau droit. Cerveau gauche, siège de la cognition, de la réflexion, de la mémoire, et un peu comme le disque dur d'un ordinateur. Donc des disques durs d'ordinateur, il y a le petit ordinateur et on va jusqu'au data center. Hein. D'ailleurs, le QI se calcule justement plutôt de ce côté-là. Donc ici, c'est plutôt froid, carré, calculé, clac, clac, clac. Cerveau droit maintenant. Celui-là, c'est autre chose. Toutes les sensations, les émotions, les sentiments, l'empathie, enfin tout ce qui est l'humain, là, on est dans le cerveau droit. Donc les deux bases. À ça, on ajoute les circuits neuronaux. Donc les circuits neuronaux, c'est ce qui fait qu'on va aller chercher telle ou telle partie du cerveau. Quand quelque chose se passe, naturellement, il y a plusieurs parties. Et les circuits neuronaux, un peu comme un petit circuit électrique qui va aller chercher plusieurs zones, eh bien, chez les hauts potentiels, puisque les hauts potentiels font partie des neuroatypiques, avec cette particularité, donc, pour les hauts potentiels, les circuits neuronaux sont plus nombreux et plus rapides. Ce qui veut dire que, quand quelque chose arrive, ils vont chercher beaucoup plus de zones et beaucoup plus rapidement pour trouver le truc. Hein. C'est aussi souvent ce qu'on appelle le cerveau en arborescence. Et moi, j'aime bien l'image de... un beau champ et un arbre magnifique au milieu. Prenez un animal, un ours et tout, qui veut monter, il va monter le tronc. Il va pas pouvoir aller plus loin. Prenez un humain, il va pouvoir monter sur les grosses branches. Il va pas aller plus loin. Maintenant, imaginez un petit écureuil qui arrive. Petit écureuil, il arrive à toute vitesse, il fonce,
et il va dans l'arbre et il court de tous les côtés. D'ailleurs, on n'arrive plus à le suivre. Et ben pour moi, les circuits neuronaux plus forts, plus rapides, c'est un petit écureuil. Voilà. Et moi, je dis toujours, j'ai mon petit écureuil qui va chercher plein de choses de tous les côtés pour les mettre ensemble. Et donc tout ce qui va être complexe et tout, ça fait fonctionner ce cerveau. Donc ça, c'est les bonnes choses. Il y a un autre petit truc qui est un petit peu qui coince un peu, c'est que les cerveaux des neuroatypiques, donc au potentiel, n'ont pas de bouton off. Donc ça fonctionne 24 heures sur 24. On se réveille le matin, pouf, ça y est, les pensées, elles tournent dans quelque chose. Vous avez l'air de vous reposer tranquillement et tout. Non, votre cerveau, il est en train de travailler. Et d'ailleurs, bien souvent, pour que le cerveau travaille bien, les hauts potentiels vont avoir besoin de calme, d'aller dans la nature, de se balader et tout. Mais pour que le petit écureuil, clac, 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 il bosse. Et comme ce cerveau fonctionne tout le temps avec son petit écureuil, il faut l'alimenter, ce cerveau. Parce que si on ne l'alimente pas par quelque chose de créatif, un problème à régler ou quelque chose qui va intéresser, dans ce cas-là, pas de sujet à faire, rien. Bon, je m'ennuie et alors là, je rumine. Et je rumine toutes les choses qui sont pas bonnes. Hein? Donc ça, c'est le fonctionnement neurosciences qui est important. Ça, c'est les hauts potentiels, I et E. Quelle va être la différence entre l'un et l'autre? Vous prenez une information qui arrive, une situation qui arrive. Celui qui est HPI, il va traiter la problématique avec son cerveau droit. Donc, il raisonne, il intellectualise tout, il calcule, pam, 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 c'est hyper carré. Et comme toute la puissance du HPI va être de ce côté-là, généralement, chez les HPI, le hic qu'il peut y avoir, c'est que de l'autre côté, l'intensité. Donc là, on était en grande puissance, mais on est ici également en grande intensité. Je dis toujours sur une échelle de 1 à 10, si la moyenne de la population est à une intensité, on va dire 3-4 dans ses émotions, de l'autre côté, les hauts potentiels, on va monter à du 6-7. Et on peut avoir même de l'hyper-empathie, une hyperesthésie, donc là on est sur les sens. Donc là ça va être plus chaud, beaucoup plus intense. Et ça peut faire souffrir aussi. Quand on ne sait pas gérer ses émotions et qu'on les prend sur l'empathie par exemple. Bon, l'empathie ça va, mais ceux qui sont hyper-empathes, c'est je prends tout. Je suis du Bob l'éponge. Je vais quelque part, je prends tout et je fais Bob l'éponge. Quand c'est des émotions désagréables, c'est épuisant. Donc ça, c'est pour les HPE, il y a cette partie-là, mais la bonne nouvelle, c'est que de ce côté-là, on a également l'intelligence émotionnelle. Et c'est là où la différence va se faire pour pouvoir maîtriser le tout. L'intelligence émotionnelle, elle est constituée de 2 intelligences. L'intelligence intrapersonnelle, qui est de bien se connaître soi, se comprendre, et qui permet de justement pouvoir développer l'intelligence interpersonnelle, qui, elle, va être dans le relationnel. Voilà. Et c'est souvent, honnêtement, sur mon métier de coach, c'est beaucoup là-dessus que je travaille. Que vous intervenez. Que ce soit pour un HPI ou pour un HPE. C'est-à-dire que le HPI, bien souvent, va avoir toute sa puissance, mais qu'il va mettre dans le travail, dans ses dossiers. Et comme de l'autre côté, l'afflux d'émotions le fait trop souffrir et autres, il peut les étouffer. S'il n'y a pas l'intelligence émotionnelle et qu'il n'arrive pas à gérer, il va étouffer ça. Et quand vous étouffez ça, vous souffrez. Donc, le HPI va beaucoup plus travailler cerveau d'ordinateur. Et si c'est pas trop géré ça, on va reconnaître, c'est plutôt des gens qui vont être plutôt un peu silencieux, un peu plus taciturnes, parce qu'ils y vont plus difficilement. Donc là, on serait plutôt dans le HPI. Quand on va être dans le HPE,
Là, c'est ou du Bob l'éponge ou toutes ces choses-là. Si l'intelligence émotionnelle n'est pas suffisamment bien maîtrisée, les HPE que j'accompagne, en fait, moi, je vais les aider à gérer et mieux vivre leurs émotions et leur cerveau droit en faisant intervenir le cerveau gauche. Et qu'on soit HPI ou HPE, c'est un équilibre. Si on réussit à équilibrer les deux cerveaux, c'est du plein potentiel. Parce que grosso modo, surtout ceux qui sont au potentiel, d'après les différentes études, alors je ne parle que d'études sérieuses et mondiales, donc qui viennent beaucoup du Canada ou des pays qui s'y intéressent beaucoup. Donc toutes ces études montrent à quel point c'est important d'avoir l'équilibre entre les deux. Alors d'abord, vous l'expliquez avec beaucoup de pédagogie, et je trouve que ça, c'est très très bien. Non, c'est vraiment bien. On a déjà fait des émissions, évidemment, sur les HPI, HPE. Mais vous dites aussi, et ça c'est intéressant, dans la préparation de l'émission, vous posez cette question de don ou de malédiction. Ah bah oui. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de raccourcis quand on parle d'HPI, HPE, où on se dit... d'abord, je trouve qu'il y a un phénomène de mode. En plus. C'est vrai. On pourra y revenir là-dessus. Oui. Mais est-ce que justement... Le fait d'être soit l'un soit l'autre, on peut être les deux déjà? Oui, on peut être les deux. On peut être HPI et HPE. Donc on a le combo total, là, on a la totale. Bon. Voilà. Est-ce que justement c'est quelque chose c'est une qualité, c'est un don, ou est-ce que au contraire c'est un fardeau et qu'il va falloir évidemment se faire accompagner pour ne pas être soit en échec scolaire, soit en conflit, soit avec des rapports sociaux compliqués? Alors, c'est souvent dans les premières questions qui se posent pour quelqu'un qui découvre qu'il est au potentiel. Est-ce que c'est un don ou une malédiction? Et en gros, c'est ni l'un ni l'autre. C'est vous en choisissez ce que vous en faites. Pour moi, c'est un don. Parce que franchement, avoir un cerveau qui a de la puissance, de l'intensité, qui fonctionne très bien et qui permet de résoudre des problèmes complexes, parce que c'est une vision systémique, il y a toute la puissance pour résoudre des choses complexes, que ça soit des choses dans l'intelligence artificielle ou dans le technique, que dans des situations humaines, parce que le HPE va être très bon quand on parle bien souvent de leader charismatique. Je me souviens quand je faisais des formations en management, un jour j'ai un de mes étudiants à la fin, il me dit « Bon, vous nous avez appris à être des bons managers, mais comment est-ce qu'on peut devenir un leader charismatique comme vous l'êtes ?» Alors déjà, moi, toute modeste et tout, non, bon. Mais le leader charismatique, c'est celui qui va ajouter toute cette intelligence émotionnelle puissante. Et les hauts potentiels, pour nourrir ce cerveau qui a besoin d'être alimenté tout le temps, les hauts potentiels aiment la complexité. Et quand le mot problème arrive, super, automatiquement, le cerveau se met en solution. Voilà. Ça occupe, ça travaille, et oui, super. J'ai un super challenge. Moi, je sais que toute ma vie, j'ai toujours adoré les défis, les challenges, la nouveauté. Quand tout d'un coup, au bout de 3 ans, j'avais fait le tour de quelque chose, allez hop, on passe à autre chose, et je me réinvestis. Et voilà. Donc, oui, mais alors ça peut être aussi un synonyme d'instabilité. Alors, oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'instabilité. Je vais vous en donner une autre petite qui peut paraître toute marrante. Le haut potentiel émotionnel, qui a besoin de faire fonctionner son intelligence émotionnelle. Donc, la connaissance de soi, la connaissance des autres. Donc, pour ça, il faut interagir. Beaucoup. Et c'est ça, nourrir le cerveau. Donc, le HPE qui a besoin de nourrir son cerveau. Eh bien, toute ma vie, quand j'étais petite et à l'école, on disait, bon, j'étais bonne élève, toujours dans les 3 premières, mais j'avais tout le temps sur mes bulletins, pourrait encore mieux faire si elle était moins bavarde. Donc j'étais la bavarde. Après, j'étais la pipelette. Voilà. Bon, là, on l'entend toujours. Ok. Donc, c'est plutôt péjoratif. Et j'ai toujours eu cette vision de moi que j'étais une bavarde et une pipelette, quoi. Mais personne
dans l'éducation nationale, dans l'apprentissage et tout, ne travaille sur l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, on commence seulement à la voir dans les formations en entreprise. Quand on veut que vous soyez un bon vendeur, un bon chef d'équipe, voilà, on vous envoie une formation sur l'intelligence émotionnelle. Mais quand on parle d'intelligence émotionnelle, est-ce que vous savez que actuellement toutes les études psycho et tout de partout disent que sur les 8 formes d'intelligence qui existent, la plus importante est l'intelligence émotionnelle. Parce qu'elle ouvre et elle permet tout. Sauf que ceux qui sont dans l'intelligence émotionnelle, c'est les bavards, c'est la pipelette, toujours en train de faire ci, toujours en train de faire ça. Et en plus, les personnes elles-mêmes ne se rendent pas compte d'avoir cette intelligence. Donc les HPE, c'est très mal connu. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de HPE qui ne savent pas qu'ils le sont. Et qui, un peu, moi j'accompagne des personnes, c'est même bien souvent plutôt chez les femmes qui osent venir, qui ont dans les 40 ans, 35-40 ans, et puis qui me disent, apparemment, de tout ce que j'ai vu sur Internet, je correspondrai. Ou alors, c'est leurs enfants qui, à l'école, vont avoir quelques difficultés. On fait passer des tests pour voir c'est quoi les difficultés. Et là, on leur dit, voilà, votre enfant est HPI, ou c'est plus souvent sur HPI qu'on va regarder à l'école. Et là, ils disent aux parents, mais si votre enfant est HPI, il y a de fortes chances qu'il y ait au moins un de vous deux qui le soit. Parce qu'il y a cette particularité génétique. Donc vous considérez ça comme un don? Alors, oui. Pour moi, c'est un don. Par contre, beaucoup de personnes le voient comme une malédiction. Je me souviens d'une jeune femme, chef de son entreprise et tout, et qui s'aperçoit par hasard et tout que ça arrive, à 35 ans. Et elle me dit, mais quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me paye une tare pareille? Tu vois ça comme une tare? Elle me dit, oui, forcément, maintenant, je suis différente des autres. Je dis, mais t'es pas différente des autres. On est tous différents les uns et les autres, avec nos particularités. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un HPI ou un HPE est plus intelligent? C'est pas être plus intelligent. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Non. Parce que souvent, on entend ce genre de discours en disant, oui, mais bon, moi j'ai été diagnostiqué HPI, donc il y a un petit phénomène, voilà, exactement. Il y a un petit HPI. Exactement, il y a un petit phénomène de mode là où on essaie d'avoir une petite gloriole parce qu'on est diagnostiqué HPI. Ça n'a rien à voir avec le degré d'intelligence. Ça n'a rien à voir. Et pour ça, je vais venir sur une autre notion qui est les intelligences multiples. Les travaux de Howard Gardner, ça date de 1902, et c'est là la première fois où la notion d'intelligence multiple a été connue. Donc forcément, derrière, dans le monde entier, tout le monde travaille là-dessus. Et les intelligences multiples, donc au nombre de... C'était 6 à la base, bon, si on peut chipoter, on est à 8, mais... on a l'intelligence logico-mathématique et la linguistique, qui ont été celles sur lesquelles on a toujours tout basé. Notre système à l'école, t'es bon en français ou t'es bon en maths. Si en plus t'es bon dans les deux, c'est bien, t'es intelligent. Et si t'es pas bon en français, si t'es pas bon en maths, je vous dis pas si un dyscalculique plus dysorthographique est là, dès l'école, il se dit, moi je suis nul. Sauf que ces fameuses intelligences multiples, il y a d'autres. Donc on a la visuo-spatiale, on a la corporelle kinesthésique, on a l'audition, le rythme, la musique. On a, et celle-ci, elle est un peu plus récente, entre guillemets, sa découverte, la naturaliste. C'est-à-dire avoir cette connexion à la nature. Quand je dis la nature, ça prend également les animaux.
Donc, quand vous voyez tous ceux qui vont travailler en mer pour sauver les coraux, tous ceux qui sont dans cette intelligence naturaliste, avec cette compréhension forte et puissante, c'est une intelligence. Sauf que celle-là, à l'école, on ne l'a jamais travaillée. Donc, celui qui l'a, il sait qu'il a une capacité, qu'il a un petit quelque chose et tout, mais le terme intelligence n'y est pas. Et donc, l'intelligence émotionnelle, dont toutes les études prouvent maintenant que c'est la plus importante, et que la linguistique et la logico-mathématique, elles sont pas si puissantes que ça. Elles vont donner un QI, elles vont donner des bonnes notes à l'école, mais elles vont pas forcément aider à bien vivre et à bien développer les choses. Alors, quand vous parlez de l'éducation nationale, c'est vrai que vous le dites, hein, l'éducation nationale ne valorise pas les intelligences multiples et encore moins les intelligences émotionnelles. En même temps, je connais évidemment des profs, quand on se retrouve dans une classe de 30, si on doit commencer à gérer l'intelligence émotionnelle de chaque élève, on a déjà du mal à le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va être compliqué. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je ne veux surtout pas dire du mal de l'éducation nationale, parce que je peux vous dire que je fais des conférences justement pour vulgariser un petit peu cette notion. J'ai beaucoup d'enseignants qui viennent à mes conférences. Bien sûr. Et moi, je leur tire mon chapeau. Franchement, les enseignants... Je suis complètement d'accord avec vous. C'est du boulot. Parce que là, je viens d'expliquer ce que c'est que HP, c'est-à-dire un fonctionnement différent, qui n'est pas un trouble. Et ça, je tiens à le dire, parce que il y en a beaucoup, dans tout ce qu'on entend, tout et n'importe quoi, il y en a qui vont dire, bah oui, il y a les TDAH, donc troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, dyslexie, dyscalculie, bipolaire, et puis il y en a qui vont vous mettre les HPI dedans. Alors que non, un trouble, c'est autre chose, il y a un petit truc qui coince quelque part, voilà, et qui va donner ou une dyspraxie ou quelque chose. Et après, vous avez aussi des réactions qu'on entend d'ailleurs très souvent chez les parents ou même chez certains adultes, qui consistent à dire, vous savez, c'est pas de sa faute, il est HPI. Ah oui, bah oui. Alors, des fois il y a du vrai. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Des fois il y a du vrai. Mais même si c'est vrai, rien que le fait de dire, on essaie de dire, bon ben voilà, il a ce comportement, donc inévitablement c'est pas de sa faute parce qu'il a été effectivement diagnostiqué HPI. Voilà. Bon, c'est un peu facile. C'est très facile. Il est vrai que si on prend juste HPI, bon, comme je le disais, HPI, ça c'est cerveau droit, beaucoup plus difficile de l'autre côté. Donc côté sensation, intelligence émotionnelle, sont des enfants qui vont avoir peut-être plus de difficultés à l'école, parce que déjà le haut potentiel a besoin de comprendre les choses. Or, d'abord, on apprend à l'école et on comprend pas forcément. Donc en fait, les enfants vont ressentir une différence. Voilà. Et c'est en fait la différence qui peut les faire souffrir. Mais c'est pas d'être HP. C'est la différence. Et là, on arrive sur un autre domaine qui n'a rien à voir avec la neuroatypie, mais qui concerne tout le monde. La différence à l'école, on sait que les enfants, c'est pas facile entre eux. Donc la petite rouquine avec ses lunettes, le petit gros, celui qui est toujours en train de travailler, qui parle pas avec nous, qui veut pas venir jouer au foot et tout, c'est la différence qui va faire que le haut potentiel peut être rejeté simplement par rapport à ça, mais pas par rapport à la partie HP. Et vous travaillez avec des enfants aussi ? Alors, je ne travaille pas avec des enfants, c'est-à-dire que j'accompagne en coaching des adultes. Des adultes. Sauf que c'est des adultes qui sont en couple, qui ont des enfants, et comme à 80% c'est une particularité génétique, forcément les parents, des fois c'est par rapport à des difficultés avec leur enfant. Hein. Et les enfants peuvent avoir des difficultés, soit à l'école primaire, soit au collège, soit à l'entrée au lycée, et c'est quelque chose qui déstabilise. Et vous permettez à ces adultes qui vous consultent d'être testés ? Vous faites les tests ? Non. Pour faire les tests, c'est quand même quelque chose de lourd. Par contre,
beaucoup me demandent quel test passer. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup hein, sur Internet, il y en a à foison. Il y a de tout. Et que choisir? Je ne conseille pas un test particulier, mais j'attire vraiment la vigilance de tout le monde lorsqu'il veut passer des tests ou faire passer des tests à un membre de sa famille, de déjà se poser la question, pourquoi est-ce que je veux passer le test? Parce que j'ai un doute. Alors, parce que j'ai un doute, mais on va pas faire passer les mêmes tests à des enfants qui sont au primaire, parce qu'en gros, dans les tests, on commence à 8 ans. À 5 ans, on va avoir les tests sur les différents troubles, les 10 et autres, mais sur la partie HP, c'est que plutôt après 8 ans. Et ce qu'il y a aussi, c'est cette confusion entre haut potentiel et trouble. Pour ça, il faut revenir à les troubles. Déjà, c'est quoi? Les troubles, je le disais, c'est un petit truc qui coince quelque part dans le cerveau. C'est pour ça que ça s'appelle trouble psychiatrique, parce que ça ne peut être traité que par des psychiatres ou des psychologues formés. Donc, les troubles concernent toute la population et vont aussi venir sur les neuroatypiques, 10 à 15% de la population, et on peut cumuler un haut potentiel avec un TDAH, trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Ce qu'il y a, c'est que si le jeune collégien ou lycéen, on voit qu'il y a quelque chose qui coince, il va passer des tests, donc ça va être des tests spécifiques pour des enfants. Et ce qui est très très important, c'est que les tests à passer doivent comporter l'ensemble. C'est-à-dire, faut pas aller juste passer le test pour savoir si je suis HPI. Faut pas aller passer le test pour savoir si je suis... il faut passer un test global et savoir qu'est-ce qu'il y a. Il est fait comment votre cerveau? Ah, HPI ou HPE. Ah, mais il y a du TDAH. Et en fait, c'est le TDAH qui va faire souffrir. Donc le trouble. C'est le trouble. Parce que trouble du déficit de l'attention, c'est le cerveau, il va de tous les côtés, on a du mal à... Si jamais en plus il y a l'hyperactivité, donc à l'école, tenir 2 heures assis sur sa chaise, on n'y arrive pas. Et donc c'est ce comportement du TDAH qui va faire souffrir. C'est pas le côté HP. C'est ça. Donc dans les tests, après maintenant, si on est chez des adultes qui pensent avec tout ce qu'ils ont vu sur Internet ou du fait que leur enfant l'est aussi, faudrait que je passe les tests. Mais il y en a tellement que je dirais, faites attention, choisissez bien. Parce que ça va du 20 questions gratuites à du 1000 euros. Hein. Non, mais je vous en donnais pas. Vous n'avez pas une référence, sans la nommer ici, mais lorsque on vous consulte, vous n'avez pas une référence officielle, en tout cas d'un test qui vous semble être le plus efficace, le plus... Il y en a plusieurs sortes. Donc, par exemple, pour HPI, ça va être le VAIS-4. Et on va avoir du test du WISC, on va avoir d'autres tests. Donc, en fonction de votre demande, pourquoi est-ce que vous voulez passer un test? Si c'est un adulte et que c'est dans sa vie professionnelle qui veut avoir quelque chose d'intéressant, il va passer le test, mais en même temps, il peut peut-être passer aussi un bilan de compétences, qui va travailler aussi sur les intelligences. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est dans le monde de l'enseignement et qui veut savoir comment mieux interagir avec les enfants, c'est peut-être pas le VAIS-4 qui va lui apprendre beaucoup plus de choses sur lui, mais ça va être d'autres. Donc le plus important, c'est déjà pourquoi je veux passer le test et pour améliorer quoi dans ma vie. Alors ça, c'est valable effectivement chez les adultes. Chez les enfants, on a évidemment envie de leur faire passer les tests quand il y a des troubles, j'allais dire, à l'école, des comportements qui ne sont pas adaptés à l'école. Alors, l'éducation nationale, là-dessus, franchement, et c'est pour ça que je dis, je ne veux surtout pas les critiquer, parce que maintenant... Ils ont ce qu'il faut. Maintenant, il y a ce qu'il faut. Okay. C'est-à-dire que quand ils voient qu'un enfant
a des difficultés sans savoir vraiment identifier le tout. Ce sont les tests neurologiques qui sont passés et qui normalement voient bien toute cette globalité-là. Et en plus, à la fin du test, moi j'ai vu des résultats de test, c'est du 5 pages. En disant voilà, au Vice 4 ça donne ça, au Whisk ça donne ça, à ça. Donc on a bien tous les résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fin, il y a des préconisations pour comment faire que ça se passe mieux à l'école. À l'école. Voilà. D'accord. Et ça va donner un plan qui va pouvoir aider l'enseignant. Il va savoir, bon, il y a tel problème, vu ce qu'on me dit, voilà comment on doit se comporter. Et pour revenir sur le monde enseignant, là où je leur tire mon chapeau, c'est qu'il y a une loi qui est passée en 2005 qui faisait que l'école devait accueillir toutes les particularités. Handicap physique, handicap invisible, voilà. L'école doit le faire et s'adapter. Et donc il y a des aides qui sont là. Et avec les enseignants avec qui j'ai discuté, donc moi je parlais de haut potentiel. Voilà. Et là il y a une enseignante qui me dit c'est bien d'apprendre ce que sont les hauts potentiels, mais depuis 2005, en fait, on doit s'adapter à tout. Et elle m'a dit ça correspond à peu près à 25% d'une classe. Elle me dit, quand vous avez un petit qui est dyslexique, quand vous en avez un qui est dyspraxique, quand vous en avez un qui est HP plus TDAH, quand vous en avez un qui est comme ça, un qui a des problèmes de vue, voilà. Elle dit, en fait, on ne doit pas s'adapter à une particularité, mais on a 25% de nos classes qui ont des particularités auxquelles nous, on doit faire le programme pour tout le monde. Et en plus, on a toutes ces particularités. Et si vous rajoutez à ça, évidemment, toutes les insolences et autres comportements, alors ça... En plus. Donc voilà, on boucle la boucle, voilà. Comprendre, analyser, agir. Oui. C'est votre ligne de conduite? Absolument. Ça, je l'ai toujours eu depuis l'âge de mes 25-30 ans, quand je suis rentrée d'abord en entreprise, et où j'étais... alors. À l'époque, ça s'appelait conseil ou consultant, on y faisait de la formation, on y faisait du coaching, et où j'ai eu des formations très pointues à l'époque. Donc, je faisais partie d'une équipe, on nous appelait les accompagnateurs du changement. Donc, comment aller d'un point A insatisfaisant à un point B satisfaisant. Donc, ça a toujours été, mais ça fait partie de mon ADN. Oui. Donc, comprendre la situation, voilà, mon petit écureuil, il va de tous les côtés, analyser ça, et chaque personne peut analyser sur soi-même ce que ça fait. Mais l'objectif, c'est d'agir. Parce que ça, pour moi, agir, c'est hyper important. Toute ma vie, j'ai lutté contre la souffrance au travail dans mon accompagnement du changement et tout. Et donc, toutes les souffrances que pourrait rencontrer, ne serait-ce que par l'incompréhension de ce qu'on est. J'ai des jeunes, j'aime beaucoup accompagner les jeunes qui vont se lancer dans la vie active, et quand je leur demande, il y en a qui me disent bah oui, quand j'étais à l'école, j'ai passé les tests, je suis HPI. J'ai dit et tu sais ce que c'est que HPI, quel est voilà. Bah non, on m'a jamais expliqué. Donc passer les tests ne suffit pas. Si c'est pas pour agir derrière. Oui, mais il faut un accompagnement pour ça, évidemment. Voilà. Donc un accompagnement où déjà comprendre, maintenant avec Internet, avec ABC TV, on arrive à comprendre ça. Ça peut donner envie de voir un petit peu plus loin, parce que tout le monde va pas forcément se faire accompagner. Les enfants scolarisés vont très souvent aller chez des psychologues. Alors, là où je dis bien attention, quand on choisit un accompagnement, il faut choisir l'accompagnement qui va bien. En gros, si vous avez une Ferrari, vous n'allez pas aller l'entretenir chez BMW ou chez Peugeot ou chez Renault. Donc, trouvez le bon accompagnement. Donc, c'est selon l'âge,
selon ce que l'on veut. On a par exemple en entreprise des HPI qui savent que ça peut un petit peu coincer dans le relationnel. Et quand je dis que ça peut un peu coincer, il y a tous les risques qui viennent derrière. Donc moi je suis là pour agir, pour éviter les risques. Les risques les plus importants, c'est burn-out, harcèlement. Alors harcèlement, c'est même déjà surtout à l'école, mais burn-out, harcèlement et démoralisé. Et c'est là où les personnes vont se dire mais c'est une malédiction mon truc. Mais non, c'est pas une malédiction, c'est simplement que il y a une autre façon de le gérer. Alors certains vont vous dire mais comment on faisait avant? On se débrouillait, hein. On le faisait pas. On le faisait pas et on le vivait. Comme je disais, moi j'étais la bavarde et la pipelette. Mais quand j'ai appris que c'est un des signes caractéristiques des personnes qui ont une intelligence émotionnelle forte, c'est-à-dire ce besoin d'interaction avec les autres pour comprendre, parce que plus on est dans la complexité de l'humain, et mieux ça fonctionne. Oui, mais alors sauf que, imaginons un cas concret, une petite fille est diagnostiquée effectivement HPE, elle est dans la classe, elle bavarde. Que faire? Alors, si on sait qu'elle est HPE et que c'est de ce côté-là, on se dit que oui, parce qu'elle est elle a besoin de comprendre et de tout le reste. Sauf que si on ne le sait pas... Oui, non, mais si on le sait. Je lui dis, elle a fait les tests, effectivement, visiblement, elle est HPE, elle a ce potentiel émotionnel. Elle se fait... La petite pipelette, elle se fait disputer par ses profs parce qu'elle est trop bavarde. Oui. Et puis quand elle rentre à la maison, on va lui dire, t'arrêtes d'être pipelette à l'école. Donc qu'est-ce qu'on fait? Avant, on faisait rien. Oui, mais là, maintenant qu'on sait qu'il y a ça... on va plus dénigrer la petite fille en lui disant mais t'es qu'une pipelette, t'es qu'une bavarde, et donc qui ne fait que l'enfoncer. Parce que là, je vous ai expliqué tout le fonctionnement. Maintenant, il y a 3 grandes, on va dire, catégories d'impact possible sur la vie. Et c'est là où, dans l'accompagnement, ce qui est important, c'est d'aller voir quel impact est fait. Les 3 impacts, c'est 3 syndromes. Syndrome de l'imposteur, syndrome du caméléon et syndrome de Cassandre. Ça, en général, ça touche pratiquement tous les hauts potentiels. Une fois qu'on sait que on peut avoir, on n'a pas forcément, mais qu'on peut avoir ces syndromes, et quand on sait s'analyser, donc soi-même, ou être accompagné pour analyser le tout, on va aller voir quel est l'impact du syndrome de l'imposteur, quel est l'impact de celui-là, qui va justement pouvoir permettre d'agir. Mais tous les syndromes de l'imposteur, toutes les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur ne sont pas des HPE. Ah non, non, non. Mais on va dire que le syndrome de l'imposteur touche toute la population. C'est un syndrome, c'est pas une particularité. Sauf que en proportion, il y en a beaucoup chez eux. Si le syndrome de l'imposteur touche 20% de la population, il touche 80% des hauts potentiels. C'est comme l'hypersensibilité. Il y a aussi un amalgame. Beaucoup de gens pensent je suis hypersensible, donc je suis HPE. Non. L'hypersensibilité est une particularité qui touche toute la population, et on est aussi sur un chiffre d'environ 20% de la population. Par contre, 80% des hauts potentiels. Donc c'est des petites caractéristiques, et quand on sait que l'hypersensibilité, c'est déjà la puissance qui est là. Alors il y a de la puissance et il y a de l'hypersensibilité. Je vous dis pas la souffrance que ça fait. J'ai dans les personnes que j'accompagne, j'ai vraiment tout type de personnes et même de différents pays francophones. J'ai par exemple des chefs d'entreprise, des têtes patrons de start-up, tout le monde bien, aucun problème de ce côté-là. Le disque dur d'ordinateur, il marche nickel chrome et il tourne, il y va. Sauf que de l'autre côté, et ce sont des personnes qui viennent
pour demande de mieux gérer leur hypersensibilité, leur anxiété et tout ce qui va être de ce côté-là. Ce qui prouve bien qu'encore une fois, quand on disait tout à l'heure, est-ce un don ou une malédiction, ça peut être un fardeau. Ça peut être un fardeau. On est bien d'accord. Hein. Oui, ça peut être un fardeau. Ça peut être même extrêmement handicapant. Oui. Dans sa vie sociale, professionnelle, ça peut quand même poser des problèmes. Oui. Hein. Ouais. Parce que vous disiez tout à l'heure, moi je prends ça comme un cadeau. Parce que vous savez le gérer. Parce que je sais le gérer. Voilà, et que vous avez compris le mode de fonctionnement. Oui. Voilà. J'étais déjà câblée accompagnement du changement, donc pour moi, clac, 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 je me suis dit, mais waouh. Il y a une petite phrase que j'aime bien. Je ne sais pas si vous connaissez Fabrice Michaud, qui depuis 30-35 ans, c'est vraiment une des grandes références dans l'accompagnement des HPI. THPI, donc très HPI, et très très HPI. Ah, il y a ça aussi. Alors, je ne connaissais pas ces nuances-là. Alors maintenant, ouais. On va dire que le fonctionnement elle-même, la différence va être au niveau du QI. D'accord. HPI 130, au-dessus de 145 THPI, au-dessus de 160 TTHPI. Et donc lui, je l'adore. Ben alors, il a un franc-parler que j'aime bien. Et alors, quand j'ai entendu sa phrase, parce que quand j'ai découvert ça, naturellement, j'ai eu la sidération, le déni. Attention à votre micro. Ouais. Il y a tout un chemin à parcourir, quoi. Et il y a sa petite phrase qui m'a fait tilt dans ma tête. Il dit, un haut potentiel qui ne sait pas qu'il est un haut potentiel, c'est comme s'il avait une Ferrari dans le garage et qu'il l'utilise juste en passant la seconde pour aller acheter son pain 2 rues à côté. Je me suis dit, ah bon? J'ai une Ferrari dans le garage? Petite Ferrari là-dedans? Allez hop, pourquoi est-ce que je passerai que la seconde? Mais il faut déjà avoir cette volonté. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de hauts potentiels qui se disent, bon, ils ont compris comment ils fonctionnaient et ils font avec. Ils font avec. C'est là où il y a la souffrance, la capacité d'adaptation, le caméléon et tout. On fait avec et on fait tout pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de vagues, on ne le dit à personne. Non, j'ai découvert ça, je me le garde pour moi et tout. Bon, mais ok, c'est très bien si la personne vit bien dans sa situation. Je dis, mais c'est très bien. Voilà. Mais quand d'un autre côté, on sait que on peut vivre mieux, moins souffrir, pourquoi ne pas y aller? Comment se déroule votre accompagnement alors pour le coup? Alors, c'est une totale adaptation, quelle que soit la demande. C'est le principe du coaching. Voilà, donc un accompagnement, on part sur une demande qui généralement au départ est assez précise. Donc je le disais, par exemple, un chef d'entreprise qui veut être sur cette partie-là, quelqu'un qui va avoir d'autres souffrances. Donc déjà, on identifie le domaine où il va y avoir le plus de souffrance, et puis on avance. Mais on avance, moi, ma façon de faire agir les personnes, c'est pas de faire des exercices écrits à la maison, ou... non. C'est dans la vie de tous les jours. J'allais vous demander s'il y avait des exercices à faire à la maison après. Non. C'est dans la vie de tous les jours. Et c'est donc la personne elle-même qui se dit, bon, ok, j'ai la volonté, je veux avancer là-dessus. Et donc, moi, je les aide à avoir les petits trucs dans la vie de tous les jours. Vous prenez, par exemple, le syndrome de l'imposteur. Oh, celui-là, forcément, tout le monde l'a. Ouais. HPI, HPE. Tout le monde l'a eu à un moment donné de sa vie. Ouais. Tout le monde l'a eu, et l'a eu bien costaud. Une fois qu'on a identifié, moi, ça a été la première chose que j'ai voulu... moi, je disais, quand j'ai appris ça, je me suis dit, le syndrome de l'imposteur, celui-là, allez hop, je le flingue. Bon, c'est nettement plus facile à dire qu'à faire. Le syndrome de l'imposteur, c'est en fait tous les hauts potentiels longs. Pourquoi? Parce que justement, il y a tellement de puissance et d'intensité de l'autre côté. Mais dans sa vie depuis tout petit, quoi. Que à l'école, par exemple, une interro de maths à préparer, le haut potentiel, puisque là-dedans, le petit écureuil, il y va beaucoup plus vite, il va faire son contrôle en 1 heure.
et il voit que ses copains à côté, ils mettent 2 à 3 heures et ils rament. Donc il se dit, oulala, j'ai pas assez travaillé. J'ai eu un coup de bol. J'ai eu une intuition. Et donc, on va voir que je suis un imposteur. Donc, en fait, c'est ne pas reconnaître sa propre valeur. Alors qu'il y a de la valeur. Bien sûr. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est ne pas la reconnaître. Et quand on ne veut pas la reconnaître, si je reprends mon exemple de maths, eh bien, à la fin, naturellement, il va avoir une bonne note. Mais en même temps, il sait qu'il a moins travaillé que les autres et tout. Et il va dire, oui, mais bon, j'ai eu de la chance, le sujet était facile, oui, c'est parce qu'on l'a appris. C'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur fait que toute cette valeur, le haut potentiel ne se l'attribue pas. Et va l'attribuer à la chance, à d'autres choses. Et en plus, quand on va lui faire des compliments, et lui dire « Ouah, t'as bien bossé, là », et tout, il va s'auto-saborder en disant « Oui, mais bon... Voilà. Donc, c'est de l'auto-sabordage. Donc ça, c'est déjà hyper important. Je peux vous dire que dans tous mes hauts potentiels et dans tous mes accompagnements, il y a ça, et il y a ça dès le début. Parce que la conséquence du syndrome de l'imposteur, c'est sur la confiance en soi et l'estime de soi qui vont être très basses. Et donc souvent, c'est très bas et c'est à remonter. Et ça se remonte justement en s'attaquant au syndrome de l'imposteur. Sur ces 2 critères, ça va parler à beaucoup de gens, ça. Hein, sur, oui. Sur le fait de... Voilà, bon. En tout cas, vous disiez, dès 5 ans, on peut commencer à faire des tests aux enfants ? Pas sur la partie haut potentiel. C'est-à-dire qu'à l'école, maintenant c'est à l'école où c'est seulement à 5 ans qu'on va déterminer. Moi, j'en connais quelques-uns qui ont des petits-enfants et qui ont été diagnostiqués. Il y en a un dyspraxique. Ouais. Ces tests-là ne se font pas avant l'âge de 5 ans. Du moins, l'école ne les fait pas parce que... bien sûr. Voilà, tant qu'on est à la maternelle et qu'on joue, c'est difficile quand même. On voit bien qu'il y a des trucs qui coincent, mais on ne sait pas quoi. Oui, mais là, en l'occurrence, vous parlez d'un trouble. Alors, les troubles, c'est généralement à partir de 5 ans. Par contre, quand on veut passer un test plus complet que le trouble, où on va inclure la partie haut potentiel, là, ça va être à partir de 8 ans. Mais ce qu'il y a, c'est que, quelquefois, on peut avoir des enfants pour qui ça s'est bien passé au primaire. Au primaire, c'est un professeur des écoles ou une professeure des écoles, avec une relation particulière. Si ça se passe bien avec l'enseignant, et qu'il n'y a pas un trouble associé, on verra pas le reste. Ouais, c'est ça. Par contre, arrivé au collège, c'est plus la même chose. C'est plus un prof des écoles, et là, c'est avec différents profs. Et il y a une valeur affective hyper puissante chez les hauts potentiels. C'est-à-dire que, admettons, en 6e, vous commencez à apprendre l'allemand. Déjà, c'est pas forcément évident, c'est une autre construction. Si vous avez un prof qui est super génial et qui va animer ça et que l'enfant va voir ça, il n'y a aucun souci. Par contre, si ça coince dans ce truc-là, voilà, la dimension affective est peut-être plus importante. Ce besoin d'affection, de reconnaissance, il va être beaucoup plus important. Mais tout ça, c'est de l'invisible. On peut vous consulter à distance ? Oui. Moi, j'accompagne, je vous dis, des personnes à Bruxelles. J'ai même eu Amina à Dakar. Voilà, où on voit, mais alors, une montée fabuleuse. Donc, je consulte aussi en visio. Et donc, ça, c'est mon métier de coach. Par contre, depuis mon métier de coach, ce que je me suis aperçu, c'est que quand je me présentais, voilà, Yolande Pagelot, coach, et j'accompagne les hauts potentiels. Ah oui. Et donc, j'ai vu un tel intérêt, une telle demande de tout le monde. Au potentiel, pas au potentiel, ni rien. Ah oui, on en entend, mais on sait pas quoi, c'est le truc à la télé.
J'ai vu un tel intérêt. Et alors, une telle désinformation que je me suis dit, je vais faire maintenant des conférences qui peuvent être plus ciblées. Alors, soit des grands publics. J'adore les grands publics parce que là, on a vraiment tout le monde. J'ai des grands-parents qui viennent pour voir comment ils vont accompagner leur petite fille de 8 ans. J'ai un patron d'entreprise qui me dit j'ai embauché un adjoint HPI, je voudrais un peu comprendre comment il fonctionne parce que des fois, pas facile. Donc, HPE, HPI, comment ça fonctionne? Pour moi, ça intéresse tout le monde. Oui. Mais je fais aussi quelquefois dans des entreprises. J'ai par exemple une haute école d'ingénieurs où là j'ai travaillé avec eux, mais plus avec les professeurs et le personnel encadrant qui a besoin de comprendre. Parce que des fois, au début, ils me disaient mais des fois il y en a, ils ont des réactions. Une fois il y en a un qui m'a dit bon. Et donc, ils ont juste besoin de comprendre pour mieux adapter leur école à l'ensemble. Donc, j'ai aussi, même sur des plus petits, j'ai eu des enseignants qui travaillent sur des enfants en échec scolaire. Voilà. Donc, et je viens ici aujourd'hui parce que quand je coach, je suis contente des personnes que je coach, mais individuellement. Si on compte, au total, ça va pas faire des centaines. Alors que on est, on va dire, dans une époque où, franchement, notre monde, avec tout ce qui se passe, l'environnement politique, le dérèglement climatique, on a la population, les jeunes, les alphas qui arrivent, donc nés depuis 2010, habitués à l'intelligence artificielle, à toutes ces choses-là. Et d'ici 2030, on va avoir des tas et des tas de nouveaux métiers, quoi. Et il y a une petite précision que j'ai pas donnée tout à l'heure, avec ce cerveau qui connecte comme ça, ce mode de fonctionnement, problème, solution, vision systémique. Ce sont des personnes qui, si elles sont bien, si elles sont équilibrées et autres, vont pouvoir faire beaucoup de choses pour notre monde. Gros potentiel, bien sûr. Bien sûr. Donc, je suis de plus en plus attirée. Alors, je fais naturellement les deux. Mais dans mes conférences, j'ai l'impression que je peux aider beaucoup plus de monde. Et avec ABC Talk TV. En tout cas, on va mettre autour de cette vidéo tous les liens pour entrer en contact avec vous. On a bien vu l'importance quand même de prendre conscience de ça et puis de pas se laisser envahir par surtout pas par ça, le fait d'être un haut potentiel. Ne pas non plus sortir la carte de visite du haut potentiel. Ah non. Hein? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça aussi, ça existe. Hein. Ça aussi, ça moi, existe. je suis un incompris parce que je suis un haut potentiel. Bon. Alors, là-dessus, vous dire que la plupart des hauts potentiels ne le disent pas. Ne le disent pas. Ouais, ils ne veulent pas le dire. C'est vrai. Dans les 3/4, moi, la première question que je me suis posée, quand j'ai su ça, je me suis dit, mais j'ai compris, moi, mais à qui je vais dire ça? On a peur de la réaction des autres. On a peur d'afficher une différence. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, là, j'accompagne une jeune femme et elle me dit, ça fait 2-3 ans, vu tout ce que j'ai vu, je pense que je le suis. Bon, on fait le truc et tout. Et je lui demande, je dis, mais tu en as déjà parlé à ton entourage? Oh non, j'ose pas. Elle me dit, je dis à personne. Elle me dit, si, il y a mon frère qui est un peu comme moi et ma meilleure amie où on se comprend. Elle me dit, mais j'ai pas envie d'aller raconter ça aux autres. J'ai pas envie qu'on me voie avec une étiquette au potentiel. Mais c'est ça. Donc en gros, quand quelqu'un vient vous dire, ouais, mais je suis comme ça, et qu'il l'affiche, on peut douter. On peut douter. Yolande Pagelot, merci infiniment, coach en neurosciences appliquées. On va mettre donc autour de la vidéo tous les commentaires pour que vous puissiez évidemment vous renseigner. Allez voir le site yolande-pagelot.fr avec toute son actualité, tout ce que vous allez pouvoir étudier et travailler avec elle. Faire un petit clin d'œil à l'éducation nationale et à nos profs qui sont quand même pas aidés avec tout ça. Ouais. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et puis à tous ceux qui sont évidemment dans le monde de l'entreprise, des coachs, des managers. Ouais. C'est important pour qu'il y ait une cohésion au sein des équipes et qu'on arrive à déterminer les profils de chacun. Beaucoup de grandes entreprises le savent. Oui.
et à leur siège à Paris et tout, quand ils se disent bon, on a un gros projet, on a ça, on veut quelqu'un qui soit au potentiel et autres, on a, et c'est souvent ce que j'appelle un contrat tripartite. C'est-à-dire que ils embauchent la personne en sachant que la personne peut avoir des difficultés. L'entreprise va lui payer un coach. Parce que, honnêtement, ce sont des coachings qui... C'est pas ou 3 mois ou 6 mois pour atteindre un objectif. En général, ça continue et ça s'étiole. C'est parce qu'une fois que la relation de confiance est faite entre les deux... c'est de temps en temps, là j'ai un petit souci en ce moment, je coince là-dessus. Ok, on fait ça. Donc souvent, et d'ailleurs en entreprise, quand ils payent un coach, c'est pour un accompagnement dans le temps. Dans le temps. Merci beaucoup en tout cas Yolande, merci pour ces explications, pour cette présentation, pour cette pédagogie. Parce que ce sont des sujets qui sont pas toujours faciles à aborder et il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte. Exactement. Avec simplicité. Oui. Hein, c'est important. Oui. Merci à vous en tout cas. Bon retour dans votre Moselle natale. Oui. Grand merci Marc. Marc. Merci infiniment. Voilà. Et à très bientôt. À très bientôt. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.